Aujourd'hui, nous allons vous parler des attaques par supply chain. Mesdames et messieurs, nous vous présentons Internet et l'infrastructure informatique moderne. Ce célèbre dessin que nous avons présenté l'année dernière dans le panneau crime a évolué avec l'arrivée de l'IA, mais nous avons toujours un assemblage abracadabrant de briques de service et de composants dont les rouages restent souvent invisibles pour le commun. Chaque brique peut dépendre d'une autre, créant un réseau d'interdépendance délicat. N'oublions pas que derrière ces avancées technologiques se retrouvent des infrastructures qui reposent sur du code et du logiciel. Dans ce panneau crime, nous allons revenir sur les événements qui ont marqué cet écosystème pour vous faire prendre conscience d'une nouvelle tendance. Toute cette merveilleuse infrastructure ne pourrait pas tenir sans des développeurs comme Christina. Comme beaucoup de développeurs, elle jongle avec des délais serrés, des projets ambitieux, et pour aller vite, elle ne réinvente pas la roue. Comme dans un célèbre jeu de construction pour enfants, elle utilise des briques modulaires. Christina s'appuie sur des briques logicielles réutilisables, des composants déjà éprouvés, standardisés, qui lui permettent d'accélérer la création de ses applications. Tout ceci vous semble peut-être abstrait. Je vous propose de plonger ensemble dans le monde du développement logiciel. Pour parler de ce monde, commençons par parler des plateformes qui rassemblent la communauté des développeurs. Vous connaissez sans doute GitHub. GitHub, ce sont des millions de visiteurs chaque mois, des millions de téléchargements, des centaines de milliers de dépôts projets, des milliers de langages représentés. 20 millions de développeurs selon les rapports annuels de Microsoft. Ces plateformes ne se contentent pas d'héberger du code, elles créent des vraies communautés de développeurs qui collaborent, partagent et innovent. Et justement, Xavier, que peux-tu nous dire sur l'une d'entre elles? Merci Nog pour ces quelques chiffres. Alors comme Christina, vous l'avez tous compris, le développement aujourd'hui est vraiment la pierre angulaire de notre société. Société qui repose aujourd'hui essentiellement sur du numérique. Vos ordinateurs, vos téléphones, vos box, le métro, l'avion, tout repose vraiment sur ces millions de librairies que partagent les développeurs, avec du code préécrit, compilé, et qui en font une cible parfaite pour les attaquants. On va vous parler de NPM. Alors NPM, Node Package Manager, c'est un peu l'équivalent de votre moteur de recherche sur Internet. Il est massivement utilisé par les développeurs pour trouver la bonne librairie qui corresponde à son besoin spécifique. Comme l'informaticien, le développeur cherche à gagner du temps et il partage son code dans des milliers de répertoires publics ou privés. Et une fois ce code-ci retrouvé, celui-ci va être intégré dans son projet logiciel et on parle dans ce cas de dépendance. Il n'y a pas que NPM, il y a également Python qui dispose de cette même infrastructure. Pour rappel, les sociétés qui développent eux-mêmes leurs outils avec des langages de programmation utilisent à peu près entre 4 et 9 langages qui demandent une attention toute particulière pour chaque environnement de travail. Comme le montre ce graphique, une tendance lente, mais une progression à la hausse du nombre de paquets compromis. Alors, le nombre sur le graphique de gauche vous paraît peut-être un peu faible, mais il a des conséquences colossales en les retrouvant dans de nombreuses applications utilisées quotidiennement et surtout exposées sur Internet. Alors clairement, l'univers IT est vraiment touché par ce phénomène, mais c'est également l'ensemble des secteurs qui sont touchés, avec 30% de violations de données qui impliquent des tiers, plus de 1300% d'augmentation de la menace sur ces dépôts open source, plus de 700 000 packages recensés malveillants énumérés depuis 2019, avec une projection à 60 millions de dollars de coûts annuels pour remédiation de la chaîne d'approvisionnement. Alors, comment font les attaquants? Ils utilisent des techniques traditionnelles pour publier leurs paquets malveillants afin d'être téléchargés pour exactement de la prise de contrôle, de l'hameçonnage, du phishing ou autre infostealer.
et également du social engineering qui vous sera développé par la suite. Une fois en place, le code est opérationnel, sans besoin de complément. Il est autoporté, il n'y a pas de besoin de téléchargement additionnel. La principale raison de trouver du code malveillant est un petit peu due à la méthode DevOps, qui avantage aussi bien la partie développement que la partie attaquant, parce que toujours des productions toujours plus courtes, avec une chaîne CI/CD en flux tendu. Et demain, avec Claude, les agents sont capables de piloter les changements logiciels et de faire des mises en production automatiquement. En novembre, le CERTFR s'est fendu d'un communiqué pour justement exposer cette menace très rapidement avec une référence à Shahid Ouloud pour une alerte de vague de compromission sur ces paquets NPM. Postman a été, je dirais, cité également, qui est un logiciel de test d'API, je dirais, et ainsi que beaucoup d'autres solutions open source. Beaucoup de documentation, de recommandations. À droite, vous avez une liste de packages incriminés avec le nombre de téléchargements effectués. Merci Xavier pour ton analyse. Naturellement, tout ce riche écosystème logiciel autour de NPM attire des acteurs malveillants. En 2025, nous avons observé une campagne d'envergure ciblant l'infrastructure NPM. Cette campagne inédite, nommée Shai Hulud, a compromis des paquets logiciels populaires et parfois incontournables. Cette attaque s'est opérée sur 3 vagues entre l'été et la fin de l'année. En quelques chiffres, plus de 25 000 dépôts, 500 utilisateurs GitHub et des milliers de packages logiciels compromis, et jusqu'à ce jour, il est encore difficile d'estimer l'étendue réelle de cette campagne. Que s'est-il passé concrètement? Imaginez Christina. Elle maintient plusieurs projets logiciels en parallèle. Elle installe un composant logiciel pour un de ses projets. Tout semble normal. Mais ce composant est infecté par le ver Shai Hulud. En un instant, ce code s'exécute sur son poste de développement. Et pourquoi est-ce si difficile à prévoir? Parce qu'un composant logiciel dépend souvent d'un autre et ainsi de suite. Une chaîne invisible où seul un maillon compromis suffit. La force du ver Shai Hulud est qu'il se réplique automatiquement, s'infiltre dans tous ses projets et exfiltre des données sensibles, une attaque silencieuse mais redoutable. Shai Hulud n'était pas la seule affaire de compromission supply chain logicielle. En mars 2025, nous avons assisté à une autre affaire de compromission, GitHub TG Action Change File. GitHub Action est un composant populaire permettant d'automatiser les pipelines de développement. En termes d'impact, près de 23 000 projets ont été touchés. L'équipe de recherche en cybersécurité de Palo Alto, Unit 42, a documenté techniquement l'incident. Selon leur analyse, les attaquants visaient initialement l'entreprise Coinbase, une plateforme d'actifs numériques. L'objectif probable était de compromettre leurs secrets les plus sensibles ou d'utiliser Coinbase pour une autre attaque en exploitant des dépendances liées à leur projet open source AgentKit, un agent IA développé par Coinbase. Cependant, la tentative d'infiltration a été détectée par la communauté. Et après cet échec, les attaquants ont changé de stratégie. Ils ont lancé une opération de diversion et d'amplification, étendant leur attaque à plus de 23 000 projets, utilisant Changefile et ReviewDog. Au-delà du nombre de projets logiciels compromis, avons-nous un impact concret? Le 30 décembre, la société Trust Wallet, fournisseur de portefeuille crypto-monnaie, affirme avoir été compromise par la campagne Shai Hulud, entraînant un vol de près de 8,5 millions de dollars en crypto-monnaie. Les pirates auraient compromis les secrets de leur projet GitHub pour publier une extension de navigateur Chrome infectée, volant ainsi des clés privées et des passephrase de récupération. Au-delà du monde des packages logiciels, revenons à Christina. Son entreprise lui a également confié la mission d'intégrer un module IA dans le logiciel de gestion de relations clients. L'IA est à la mode. Pourquoi redévelopper un module alors qu'il y en a un mis en place par l'éditeur? Sans aborder directement la question de la dépendance numérique vis-à-vis de certains éditeurs, l'effet de masse entraîne inévitablement des conséquences importantes lorsqu'il s'agit de cyberattaques.
Nous avons ainsi observé durant l'été 2025 un incident touchant de nombreuses entreprises qui se sont vues leurs données clients exfiltrées à travers le célèbre logiciel Salesforce. Dans cette affaire, le module IA Sales-Love-Drift a été visé et de grands éditeurs ont été compromis, y compris des éditeurs de solutions de cybersécurité. Les équipes de Google Mendiant ont analysé le mode opératoire du groupe cybercriminel impliqué dans cette fuite massive de données. Première étape, compromission ciblée d'un dépôt GitHub Sales-Love-Drift. Ensuite, les attaquants ont volé des tokens d'accès pour ensuite pivoter sur des instances Salesforce des victimes. Dans un autre rapport, Google décrit les techniques d'ingénierie sociale utilisées par le groupe Shiny Hunters. Ironie du sort, Google lui-même a été victime de ce type d'attaque orchestrée par ce même groupe. Revenons à l'origine de la confiance, l'humain. Nous avons les développeurs. Ils sont des profils très recherchés par certains recruteurs, comme vous pouvez constater dans cette proposition de sous-traitance très particulière. Certains développeurs n'hésitent pas à se reconvertir en hébergeur ou à cumuler des emplois. Christina est l'une de ces personnes. Essayons de comprendre cette photo. Il y a 4 mois, Christina a été contactée par des recruteurs GitHub sur GitHub. Elle a changé des messages pendant 2 semaines sur Telegram concernant une promesse d'emploi très intéressante. Les recruteurs proposent à Christina de postuler à des offres d'emploi aux États-Unis en télétravail et une fois le poste obtenu, de sous-traiter à distance son travail à des travailleurs en offshore. La contrepartie est de partager le salaire et de louer son identité. Ils se mettent ensuite d'accord sur le portage salarial que Christina et le rôle que Christina devra jouer dans son travail avec l'entreprise qui l'aura embauchée. Concernant la logistique, les recruteurs demandent à Christina de mettre à disposition un PC en permanence connecté avec les outils d'accès à distance. On découvre finalement quelques mois plus tard que l'objectif de ces recruteurs est d'infiltrer des organisations, de les espionner et de générer des fonds pour leurs commanditaires. Parlons d'un autre phénomène touchant les développeurs sur le marché du travail. Christina reçoit de temps en temps des propositions pour corriger du code moyennant finance. Le processus démarre par une approche LinkedIn. Le client transmet du code malveillant. Sans le savoir, en débuguant le code, Christina infecte sa machine. Le programme s'installe, lui siphonne ses clés d'accès et ses mots de passe. L'objectif est quasiment le même, voler des accès et de récupérer des fonds crypto. Malheureusement pour Christina, cette histoire ne s'est pas terminée comme prévu. Cette image et cet article du département de la justice des États-Unis sont bien réels. Une autre Christina existe dans notre monde. Christina Mary Chapman, 50 ans, originaire d'Arizona, a été condamnée par le tribunal fédéral américain à plus de 8 ans de prison pour avoir orchestré une fraude. Son rôle, aider les travailleurs nord-coréens à se faire passer pour des citoyens américains afin d'obtenir des emplois à distance dans plus de 300 entreprises aux États-Unis. Ce réseau a généré plus de 17 millions de dollars de revenus illicites profitant à Christina et à la Corée du Nord. Cette histoire que nous avons créée est inspirée du blog publié en décembre 2025 par 2 chercheurs en sécurité, Mauro Edrich de BCA Ltd et Einer Garcia Pérez de Nordscan. Les 2 personnes ont monté une opération de contre-espionnage pour comprendre le processus de recrutement, allant jusqu'à fournir des machines virtuelles déguisées en machines physiques. Ils ont ainsi observé et documenté le mode opératoire de ces fameux recruteurs que vous pouvez voir à l'écran. Mais Xavier, j'y pense, il manque une brique dans notre pyramide. Que peux-tu nous dire des stores d'applications mobiles ? Alors, on parlait tout à l'heure de Netflix, mais là, on a de toute évidence plein d'ingrédients pour faire une bonne série. Les App Store, effectivement, n'ont pas été épargnés par les attaques de supply chain. App Store qui sont normalement les endroits les plus sûrs pour trouver des apps tout à fait légitimes. Mais il se trouve que une découverte de Kaspersky, notamment Sparkat, qui est un nouveau cheval de Troie, un faux stealer basé sur de la reconnaissance optique qui permet d'analyser les images que vous possédez dans vos terminaux device afin de récupérer des passe-phrases pour accéder à des comptes, voire des clés de déchiffrement pour éventuellement vos crypto-monnaies.
Google Play n'a pas été en reste avec 77 applications découvertes pour plus de 19 millions de téléchargements heu, qui ont été réalisés. À noter également, une nouvelle publication de l'ANSSI sur les menaces, des téléphones mobiles, que je vous, recommande en livre de chevet. Alors, en nouveauté, dans le top, 10, 2025, en troisième position, des risques OWASP, apparaît effectivement la chaîne d'approvisionnement logiciel, motivée par les attaques, du passé comme Log4Shell, comme, XZ Util et dernièrement, par, Shaheed. Pour finir sur une note un peu positive, la protection de l'infrastructure, avec, ce que vous voyez à droite qui ressemble plus à un Rock Balancing Internet, il faut faire du SBOM. Alors du SBOM, c'est vraiment le dernier sport à la mode, mais qui concerne les développeurs. Qui leur Le SBOM permet, je dirais, de cartographier, de détailler les composants logiciels et dépendances pour identifier et traiter les risques de sécurité. Alors, pour finir, surtout défendre sa chaîne d'approvisionnement. Alors, pas avec, des traîneaux à chiens, merci monsieur Trump, mais en protégeant les briques en plastique, en formant les développeurs à la sécurité, les bonnes pratiques avec les publications de la communauté cyber et notamment tous les documents que les CERT mondiaux sont en capacité de vous proposer. Ainsi s'achève notre présentation. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Nadège et à Ngok pour de nouvelles aventures.